Bonjour tout le monde. Je ne vais pas vous insulter. Je vais essayer. Merci beaucoup à Christophe pour son invitation à participer à cette journée dans ce lieu magnifique, ici à Bruxelles, ville européenne. Moi, je suis une européenne convaincue. Alors, pour d'anciennes rancœurs, il se déchire à nouveau. From ancient grudge, break to new mutinies. Ça, c'est le 3e vers du prologue de Roméo et Juliette, qui présente d'emblée cette histoire en termes de rancune. Le terme en anglais, c'est grudge, la rancune. Mot qui évoque des injures passées, qui laisse une trace, une marque dans le présent de la pièce. Ce prologue de Roméo et Juliette, que vous connaissez tous, suggère que l'injure laisse une tache indélébile et que loin d'être uniquement ce que Beatrice appelle du vent dans Much Ado About Nothing, elle parle de foul wind, loin de n'être que du vent, l'injure mène, en l'occurrence dans le cas de cette pièce, à l'action et à la mort. Le prince déplore au début de la pièce un cycle de, je cite la traduction de Jean-Michel Desprats, 3 rixes intestines nées d'une parole en l'air. 3 civil brawls bred of an airy word. Signifiant que les mots mènent aux actes. Les insultes, toutes paroles en l'air soient-elles, sont fatales dans Roméo et Juliette. Et c'est là-dessus qu'on va s'attarder aujourd'hui. Les tout premiers mots de la pièce nous confirment que ce que l'on a coutume de voir comme une histoire d'amour est aussi une histoire d'injure. Gregory, ça c'est les premiers mots de la première scène. Gregory, on my word, will not carry coals. Mot à mot, on ne va pas porter du charbon. Alors, que veut dire cette expression? Ça veut dire, ma parole, on ne va pas se laisser traîner dans la boue. On ne va pas se laisser insulter. On ne va pas se laisser entacher. C'est sur cette formule que s'ouvre la pièce, mis à part le prologue. L'expression donc carry coals souligne la tâche, un peu plus tard on parlera de stain, un autre terme, lié donc à la calomnie, donc la tâche que constitue l'injure dont on nous dit qu'elle doit mener à l'action. Une autre phrase au début de la pièce, « I strike quickly, being moved ». Moi, quand on me cherche, on me trouve. Le terme « insulte », qui signifie étymologiquement « insulto », sauter sur, triompher, est en lui-même un programme d'action. Le terme « invective », invective en anglais également, issu de « invei invectus » en latin, signifie s'élancer contre, de vere, transporter, porter. Et lui aussi évoque une dimension physique de l'insulte. Insulter, c'est sauter sur l'autre. Pas étonnant alors que cela finisse parfois par mener au coup. Avec l'injure, le dire et le faire, donc faire, vous pouvez l'écrire F-A-I-R-E ou F-E-R, le dire et le faire vont de pair, ou, pour emprunter le titre de l'ouvrage de J.L. Austin, dire, c'est faire. How to do things with words. Shakespeare évoque quant à lui ce télescopage du dire et du faire lorsque Tybalt réclame que l'acte se joigne à la parole, make it a word and a blow. Mots et coups, c'est ce que nous avons dans le premier épisode de la pièce qui met en scène l'une de ces bagarres, New Mutinies, évoquées dans le prologue. Cette première scène place l'injure au cœur du projet dramatique shakespearien, qui va faire de l'insulte le pivot de la pièce, une charnière qui fait basculer la pièce du mode comique au mode tragique, à l'acte 3. Nous allons voir en effet que l'injure dans Roméo et Juliette oscille entre le ludique et le sérieux, le dramaturge s'intéressant tout autant à l'émission qu'à la réception de l'insulte. Pour ce faire, nous allons faire un arrêt sur 4 scènes. 4 scènes d'injures qui ponctuent la pièce. J'aurais pu en choisir d'autres, j'ai choisi ces 4 scènes qui me semblent intéressantes. Donc j'aborderai tout d'abord la célèbre scène dite de la nique, qui ouvre Roméo et Juliette, scène de la nique première, puis nous analyserons ce qu'on peut appeler, empruntant les termes à Shakespeare, a skirmish of wit, une escarmouche d'esprit entre Mercutio et Roméo. Ça sera la deuxième partie, on va dire. Ensuite, nous aborderons à la lumière des traités de duel de l'époque élisabéthaine
L'épisode charnière que j'ai intitulé « Thou art a villain » est essentiel dans le projet dramatique de Roméo et Juliette. D'accord, cette formule, est-ce que vous n'iriez pas la dire avec moi? Attention, c'est essentiel pour Roméo et Juliette. « Thou art a villain ». Dites-moi ça. À vos marques, prêts, partez. « Thou art ». Encore une fois, plus fort. Un, deux. Voilà, « Thou art a villain ». Avec ça, on est au cœur de Roméo et Juliette. « The villain », c'est le mot-clé de l'injure élisabéthaine. Thou, et le thou en lui-même est aussi insultant, lié au tu français. Thou, c'est le you, mais le you insultant le plus souvent dans le texte de Shakespeare. Bien. Alors voilà, maintenant vous êtes échauffés, donc c'est ce thou art a villain qui fait basculer la comédie dans la tragédie. Enfin, nous évoquerons une scène d'injure qui passe plus souvent inaperçue dans Roméo et Juliette, qui est la scène au cours de laquelle le père Capulet insulte sa fille Juliette, comme si elle était devenue, par son amour pour Roméo, une Montagu à son tour. Voilà, donc nous allons décliner cette histoire d'injure en 4 chapitres. Chapitre 1, je l'ai intitulé « Faire la nique ou chercher des noises ». Le terme est important, chercher des noises. Alors là, j'ai un petit extrait à vous montrer. C'est ça. Ça devrait marcher. I will bite my thumb at them, which is a disgrace to them if they bear it. Huh? Go forth, I will back thee! Do you bite your thumb at us, sir? I do bite my thumb, sir! Do you bite your thumb at us? Sir. Is the law of our side if I say aye? No! No, sir, I do not bite my thumb at you, sir, but I bite my thumb, sir! Do you quarrel, sir? Quarrel, son? No, son! But if you do, sir, and for you I serve as good a man as you! No, Bennett? Here comes our kinsman. Say, better! Yes, sir, better! You lie! Draw, you mean man! Poor fools, you know not what you do! Put up your swords! Donc cette scène est extraite du Romeo plus Juliet. Toute la différence et toute la modernité de cette adaptation réside dans ce plus qui remplace le and. Donc Romeo plus Juliet de Baz Luhrmann, qui est sorti en 1996. Alors cette scène de la nique, telle qu'elle est représentée ici, est intéressante à plus d'un titre. Elle fait entendre tout d'abord le bruit, noise, de la séquence. Bruit qui suggère que l'on ne s'entend littéralement plus dans cette pièce. C'est théâtral, hein? Dehors. Bien, je reprends donc. Donc, cette scène fait entendre le bruit, noise, de la séquence. Bruit qui suggère que l'on ne s'entend... Voilà, j'en étais là, pardon. On ne s'entend plus, au sens littéral du terme, enfin dans les deux sens, on ne s'entend plus. What noise is this? Dit le vieux Capulet en arrivant sur scène, un peu plus tard. Noise est un terme intéressant. La question renvoie au vacarme causé par cette échauffourée, mais vu le contexte, on peut également considérer l'étymologie du terme noise anglais qui est relié au terme noise français, que l'on trouve dans l'expression « chercher des noises ». Et toute la première séquence de la pièce représente des personnages qui se cherchent des noises, qui se cherchent querelle. Le gros plan sur les dents, j'ai bien aimé aussi le gros plan sur les dents, donne à voir la morsure, bite my thumb, évoquée par l'expression bite my thumb, sur laquelle nous allons revenir un peu plus tard. À force de se mordre le pouce, ils finissent, ces ados attardés, par en perdre leurs dents. Et insulter, c'est ici montrer les dents. Enfin, la dimension comique dans cette scène apparaît clairement, dimension comique que Susan Snyder, il y a maintenant pas mal d'années, mais ça reste, je trouve, tout à fait pertinent,
Donc, dimension comique que Susan Snyder a bien analysée dans un ouvrage intitulé The Comic Matrix of Shakespeare's Tragedies, la matrice comique des tragédies shakespeariennes. Donc, c'est une scène qui donne à voir ici de grands gamins qui se chamaillent, une querelle de gamins qui va mal tourner. Alors, voici comment se déroule la scène de la nique dans le script shakespearien. Parce que je suis d'accord avec ce qui a été dit ce matin, ce qui nous reste de Shakespeare, ce sont des scripts, qui ne deviennent théâtre qu'une fois qu'ils sont joués. Donc, c'est pas ça que je veux. C'est ça. Alors voici la scène. Let us take the... donc, je voulais faire entendre un petit peu d'anglais shakespearien. D'accord, vous me pardonnerez. Il y a des mots très récurrents. Donc bite my thumb, ça veut dire se mordre le pouce. Voilà. Donc let us take the law of our sides. Let them begin. I will frown as I pass by and let them take it as they list, as they want. Nay, as they dare. Non, s'ils l'osent. I will bite my thumb at them, which is disgrace to them if they bear it. Do you bite your thumb at us, sir? I do bite my thumb, sir. Do you bite your thumb at us, sir? Is the law of our side if I say I? Important, ça, hein? No. No, sir, I do not bite my thumb at you, sir, but I bite my thumb, sir. Do you quarrel, sir? Terme très important aussi. Quarrel, sir? No, sir. But if you do, sir, I am for you. I serve as good a man as you. No, better. Well, sir. Say better. Here comes one of the master's kinsmen. Yes, better, sir. You lie. Donc j'ai mis en gras les choses sur lesquelles je vais revenir. You lie. Important. Draw if you be man. On a toujours une histoire de citer un homme. Hein? Gregory, remember thy washing blow. Part, fools, put up your swords. You know not what to do. What you do, pardon. Avec une référence biblique ici. Alors, on commence par le froncement de sourcils. Hein? Frown. Et la première provocation issue de cette mauvaise rencontre entre les serviteurs des Capulets et les serviteurs des Montagu. I will frown as I pass by and let them take it as they list. Je vais froncer le sourcil en passant devant eux et qu'ils le prennent comme ils voudront. Très important. Cette mention de qu'ils le prennent comme ils voudront montre qu'en matière d'injure, la réception est tout aussi importante, voire plus. L'interprétation est aussi importante que l'émission. Je renvoie ici à un ouvrage très intéressant d'Evelyne Larwech qui parle d'effet injure. Là, il n'y a pas d'injure en soi, il n'y a qu'un effet injure. C'est vous, la personne qui reçoit l'injure, qui la transforme en une injure. Le geste injurieux qui suit est appelé donc en français la nique. C'est ce geste qui consiste à se mordre le pouce en produisant un bruit de claquement. Je ne vais pas le faire, j'ai toujours peur de me casser une dent quand je fais ça. Donc je ne vais pas le faire. Mais voici comment Randall Cotgrave, dans le dictionnaire français-anglais publié en 1611, définit ce geste. Alors, faire la nique, donc c'est français, hein, faire la nique. To mock by nodding or lifting up of the chin, menton, or more properly to threaten or defy by putting the thumbnail into the mouth and with a jerk from the upper teeth make it to knack. J'ai laissé la fin de la citation parce que j'aime beaucoup. Les mots terminés en ic font au médecin la nique. Proverbial, hein, such be hydropique, hectic, paralytique, apoplectique, léthargique, etc. Because they are hardly or never cured. Donc toutes ces maladies sont des provocations pour le médecin, hein, tous ces mots en ic. Alors, c'est la seule définition qu'on ait vraiment de l'époque élisabéthaine, et encore elle est postérieure à l'écriture de la pièce, hein, qui donne une idée de ce que c'est que ce « bite my thumb ». Desmond Morris, donc, critique contemporain, hein, qui a consacré un dictionnaire au geste, ne nous donne que peu d'informations concernant ce geste qu'il appelle « teeth flick hein, », et qu'il interprète comme une menace. Alors, voilà ce qu'il écrit. This is an ancient gesture made famous by Shakespeare in Romeo and Juliet. Alors, ça ne nous avance pas beaucoup. Hein, c'est Roméo et Juliette qui a donné une visibilité à ce geste, qu'on ne trouve finalement pas beaucoup dans les textes élisabéthains, enfin, à ma connaissance. Donc, there it is called, donc in Shakespeare's play, hein, it is called biting the thumb and is employed as a taunt, une provocation, in an attempt to pick a quarrel. It was popular as an insult throughout Europe. Alors, si vous avez d'autres témoignages, d'autres textes en Europe qui mentionnent cette nique dans d'autres langues, je suis preneuse.
In earlier centuries, and in France, was given a specific name, la nique, referring to the sound made by the nail clicking on the teeth. Dans son encyclopédie ça s'appelle Encyclopedia of Swearing, l'encyclopédie de on va dire de l'insulte, publiée en 2006, dans un article intitulé Language and Gesture, Geoffrey Hughes parle de code de provocation, coded provocation, entre les serviteurs des Capulets et des Montacus. Bref, rien n'est dit vraiment de la signification symbolique de ce geste, que certains ont pourtant rapproché, et à juste titre, je pense, d'un autre, lui explicitement obscène, qu'on appelle la figue. Faire la figue, et c'est ce geste-là, voilà, où il y a manifestement une allusion tout à fait grivoise. Quand vous faites passer votre pouce à travers deux doigts. Bon. Donc, ce sens sexuel, cette dimension obscène, convient tout à fait à la scène d'ouverture de Roméo et Juliette, qui est truffée d'allusions grivoises. C'est ça qu'il y a de bien dans Shakespeare, c'est qu'il y a du sexe partout. Voilà. Il y en a partout. Voilà. Alliant le doigt et la bouche, le geste est chargé, à n'en pas douter, d'un symbolisme sexuel évident, et le terme nique, français en usage à la Renaissance, rappelle curieusement nos nique ta mère ou va te faire niquer contemporains. Ah oui, ça j'en suis sûre. Alors cette scène d'insulte doit être lue à la lumière des codes de duel qui étaient l'objet de traités à l'époque élisabéthaine. Alors ces traités, ils ne sont pas passionnants à lire, mais alors je vous en fais la substantifique moelle. Bon. Ces traités avaient pour but, j'y ai consacré un article il y a plusieurs années maintenant, sur la réécriture des codes de duel dans l'injure shakespearienne. Bon. Ces traités, je vous fais un condensé ici, ces traités avaient pour but de ritualiser, de codifier le mode de déclenchement du duel, parce que le duel décimait les populations. Alors, il y a eu deux réactions à cela. D'un côté, on a essayé de codifier le déclenchement du duel pour éviter qu'il y en ait trop, et d'un autre, il y a eu une montée des procès en diffamation pour essayer de, là encore, limiter les bains de sang. Codifier le mode de déclenchement du duel. Partant du constat que les hommes étaient trop prompts à se quereller, ces traités mettaient en place des garde-fous. Les serviteurs des Capulets illustrent cette tendance anarchique à chercher querelle pour la moindre peccadille. À l'acte 3, scène 1, on a une tirade de Mercutio qui accuse Benvolio, pourtant nommé Benvolio, un bienveillant, mais il l'accuse quand même d'être querelleur. Et ça illustre bien les dérives de la querelle dénoncées par ces traités. Alors, je vous ai mis ça là, je crois, voilà. Alors, ça, c'est très... On a l'impression d'avoir une parodie de ce qu'il y a dans les traités des duels à l'époque. Alors, why thou wilt quarrel with a man that has a hair more or a hair less in his beard than thou hast. C'est bon, hein? S'il y en a un qui a un poil de barbe de plus ou de moins que toi, tu vas lui considérer ça comme une injure. Thou wilt quarrel with a man for cracking nuts, having no other reason but because thou hast hazel eyes. Chercher des noises, parce qu'il y en a un qui va te craquer une noisette devant toi, alors que toi, tu as des yeux noisettes, tu vas y voir une injure. Quelle drôle d'idée. What eye but such an eye would spy out such a quarrel? Thy head is as full of quarrels as an egg is full of meat, and yet thy head hath been beaten as addle as an egg for quarrelling. Thou hast quarrelled with a man for cuffing, on avait cuff tout à l'heure, for cuffing in the street. Tu as interprété simplement la toux de quelqu'un comme une insulte. Voilà. Because he hath wakened thy dog that hath lain asleep in the sun. Didst thou not fall out with a tailor for wearing his new doublet before Easter? Tout ça sont des peccadilles, and with another for tying his new shoes with old riband. And yet thou wilt tutor me from quarrelling. Tu oses me faire la leçon parce que je suis querelleur, alors que toi, tu cherches querelle pour la moindre occasion. C'est ce genre de dérive que dénoncent les traités consacrés au duel, quel que celui d'un dénommé Vincenzo Saviolo, maître d'armes italien, publié en 1595. Donc c'est à peu près à l'époque à laquelle a été écrite, vous savez que les dates d'écriture des pièces sont sujettes à caution. La première publication de Roméo et Juliette, c'est 1597, mais ça a été écrit bien avant. Donc si l'on s'attarde sur ce traité de Vincenzo Saviolo, His Practice in Two Books, on comprend que si les Capulets utilisent un geste, ce thumb biting, et non un mot, c'est parce qu'ils souhaitent que ce soit les Montagu qui soient en position d'appelant challenger.
Et eux, ils souhaitent être en position d'appelé ou défendeur. Voilà, il y a un ouvrage sur les duels en France de François Billacois qui utilise cette terminologie, donc d'appelant ou d'appelé ou défendeur. Un ouvrage très intéressant. Et donc c'est cela qui devrait mettre Sampson et Gregory du bon côté de la loi. Le terme injury, qui est évoqué dans le texte, prend tout son sens dans cette pièce où l'insulte est abordée en termes de droit au sein d'un processus de duel et d'un processus de querelle. La pièce renvoie en effet au code de duel qui apparaissait notamment donc, dans cet ouvrage de Vincenzo Saviolo, où l'on trouve une section intitulée A Rule and Order Concerning the Challenger and Defender. Alors, voici le texte. All injuries are reduced to two kinds, and are either by words or deeds, les mots ou les actes. In the first, he that offereth the injury ought to be the challenger. In the latter, he that is injured should be, sous-entendu, should be or ought to be the challenger. Alors Saviolo, pédagogue, donne deux exemples, alors avec un certain Caius et un certain Seius. Bon. Alors premier exemple. Caius says to Seius that he is a traitor. Là aussi, insulte très courante. He is a traitor. Unto which Seius answers by giving the lie. Très important, ce qu'on appelle le démenti. Quand on vous traite de traître et vous dites non, tu mens, c'est ça le démenti, tu mens, je ne suis pas un traître. Très important, et ça va être très important pour Roméo et Juliette. Donc, he answers by giving the lie, whereupon ensues that the charge of the combat falleth on Caius, because he is to maintain what he said, and therefore to challenge Seius. Deuxième, donc, Caius insulte Seius en le traitant de traître, puis Seius insulte Caius en lui opposant un démenti, qui est l'injure suprême, le démenti. Traiter l'autre de menteur, c'est l'injure suprême qui déclenche le processus de duel. C'est ce démenti qui mène au défi. Alors les choses sont dites, ça c'est pour le cas de l'injure en mots. Maintenant pour l'injure par acte, c'est très technique tout ça. J'essaie de mettre un peu de passion dans ce qui est très technique. Je me rends compte que c'est un peu indigeste. Bon, vous me suivez encore? Oui. Bon. Alors, ça tombe un peu des mains ce genre d'ouvrage. Mais bon. C'est pour expliquer ce qui se passe dans cette scène de la nique. Voilà. Alors, les choses sont différentes quand l'injure passe par le geste. Alors, voilà ce qui se passe, encore plus long, pardon, mais bon. Now, when an injury is offered by deed, then do they proceed in this manner? Attention, on ne fait pas les choses n'importe comment. Caius striketh Seius. Donc, exemple d'injure par geste, donc on le frappe. He gives him a box on the ear, il lui donne une claque, c'est ça, box on the ear, or some other way, hurteth him by some violent means. Wherewith Seius offended says unto Caius that he hath used violence towards him, or that he hath dealt injuriously with him, or that he hath abused him, or some such manner of saying. Attention, il y a des formules à bien respecter. Et donc, voilà, nous en sont citées quelques-unes. Whereunto Caius answereth, thou liest. Et là encore, on arrive à ce démenti essentiel. Whereby Seius is forced to challenge Caius and to compel him to fight, to maintain the injury that he had offered him. The sum of all, enfin on y arrive, pour résumer, therefore, is in these cases of honor that he unto whom the lie is wrongfully given ought to challenge him that offereth that dishonor, and by the sword to prove himself no liar. Donc ça explique cette importance du démenti. Ça explique que la scène que j'ai citée plus tôt, ça finit par le you lie. Et c'est le you lie qui fait passer des mots aux actes. Donc la chronologie des actes et des paroles est essentielle. Et l'on trouve là l'explication du « let them begin » au début de la pièce. Allez, on va les laisser commencer, on va les laisser entrer dans le processus de Dieu. L'idée est de leur faire porter le chapeau ou de leur faire porter le poids du défi. Ce que William Sager, donc autre maître d'armes, en 1590, appelle « the burden of challenge », le poids du défi. Donc dans un ouvrage intitulé « The Book of Honor and Arms ». Tout cela est lié, bien entendu, à l'honneur.
Alors dans The Duel in Early, donc il y a des ouvrages consacrés au duel dans l'Angleterre de la première modernité. Donc dans un ouvrage intitulé The Duel in Early Modern England, Civility, Politeness and Honor, Marcoux, avec 2 K, Peltonen, cite un autre traité, donc de Simon Robson, intitulé The Court of Civil Courtesy. Et voilà ce qu'il dit. It followed that he who received the first reproachful words had his honor insulted, and thus became the challenger. It was, however, expedient for policy's sake to try to make the other to challenge, to save myself from the danger of the law. Voilà. Shakespeare parodie ici ces codes de duel. Ironiquement, en effet, le geste, au lieu de mener au duel, entraîne une multiplication de mots, multiplying of words, qui est, là encore, à bannir dans les traités de duel. Il faut être, voilà, tu m'accuses, je t'oppose un démenti, et voilà, l'affaire est faite, et on se bat. Voilà. Et ce n'est pas une bagarre, c'est un duel. Ici, nous avons une parodie, multiplication de mots, tout à fait impropre à la procédure de duel. L'expression « bite your thumb » est répétée 6 fois en quelques lignes, et la multiplication de mots mène au pugilat plutôt qu'à un duel en bonne et due forme. Au-delà du sens précis de ce geste, la scène est des plus éclairantes quant au statut relatif de l'injure et quant aux subtilités d'interprétation sur lesquelles les parties en présence peuvent jouer. Tout est dans le « do you bite your thumb at us ?» Tout est dans le « c'est à moi que tu t'adresses, c'est moi qui dois recevoir ce geste comme une injure ». Samson et Abraham jouent sur l'ambiguïté du geste, comme on joue sur les mots. Cet aspect ludique de l'injure s'exprime d'une autre manière dans les dialogues entre Mercutio et Roméo. Transition vers mon deuxième point, qui est l'escarmouche d'esprit entre Roméo et Mercutio. J'ai intitulé « Le jeu de l'injure ». Mercutio et Roméo constituent un duo d'insulteurs, dont le langage et les méthodes ressemblent étrangement à ceux des couples d'amoureux que l'on trouve dans les comédies shakespeariennes. Il n'est pas fortuit que Tybalt agresse Mercutio en lui disant « Mercutio, thou consortest with Romeo ». Tu fricotes, en fait. C'est un terme de musique, d'accord ? « Thou consortest ». Donc, c'est-à-dire tu es de concert, tu vas de concert avec Roméo. Faisant de Roméo et Mercutio de potentiels amis amants. Bon. Alors, ça n'est pas étonnant, vu qu'ils échangent des répliques qui rappellent les comédies. Ces deux-là vont en effet de concert, ces deux-là font la paire en se livrant à une joyeuse guerre d'esprit, a merry war, vous avez ça dans Much Ado About Nothing. Alors, il suffira pour nous en convaincre de citer cet échange de l'acte 2, scène 4. Alors, attention. Un peu de Shakespeare dans le texte. Alors voilà cet échange. Sure, wit, follow me this jest. A jest, c'est une plaisanterie. Follow me this jest now, till thou hast worn out thy pump. Thy pump, c'est une pompe, en fait, une sandale, d'accord ? Et donc l'esprit est comparé à une sandale qu'on use à force de l'utiliser, dans cet exemple. That when the single soul, c'est la, comment on appelle ça, la semelle. Vous avez une métaphore filée. Donc, when the single soul of it is worn, the jest may remain after the wearing solely singular. Notez, on peut passer des années à expliquer ce passage. Et pour le traduire, je ne vous explique même pas. C'est une cata. Donc, oh single solely jest, solely singular for the singleness. Entendez toutes les assonances, allitérations. Come between us, good Benvolio, my wits feigns. Swits and spurs, or I cry a match. Nay, if our wits run the wild goose chase, I am done. For thou hast more of the wild goose in one of thy wits than I am sure I have in my whole 5. Was I with you there for the goose? Thou wast never with me for anything when thou wast not there for the goose. On va revenir sur ce terme goose. I will bite thee by the ear for that jest. Nay, good goose, bite not. Thy wit is a very bitter sweeting, it is a most sharp sauce. And it is not well served into a sweet goose. Alors là, on passe à la métaphore alimentaire. Oh, here's a wit of Cheverel that stretches from an inch to an ell broad. I stretch it out for that word broad, which, added to the goose, proves thee far and wide a broad goose. On s'y perd. Why is not, ça c'est important, is not this better than groaning for love? Now art thou sociable, now art thou Romeo.
va revenir sur cette conclusion. Alors, on pourrait passer des heures. Le terme goose, ici, qui est dans mon dictionnaire des injures, apparaît 7 fois dans cet extrait et donne lieu à de nombreuses insinuations insultantes. C'est Mercutio qui introduit le terme dans la conversation en faisant allusion à la Wild Goose Chase. Ce genre de passage-là, soit il est carrément coupé en scène, parce que c'est tellement, ça peut être tellement abscon, soit on se coltine. Là, allez, j'essaie de me le coltiner, pour donner quand même une idée de la complexité du script shakespearien. Ça ne va pas de soi. Il fait allusion à la Wild Goose Chase, sorte de course de chevaux, au cours de laquelle le cavalier qui était en tête choisissait le parcours qu'il voulait, alors que l'autre concurrent devait le suivre. Alors cette image est inspirée à Mercutio par le Sweets and Spurs. Spurs, c'est les éperons, Sweets, c'est la cravache. D'accord ? Donc ça veut dire, allez, vas-y, en termes, donc, ici, de chevaux ou de cavaliers. Donc cette image est inspirée par le Sweets and Spurs, lancé par Roméo, et ainsi le combat de mots d'esprit, ou la joute verbale qui se déroule entre les deux hommes, est comparé à une course de chevaux. Mercutio s'avoue vaincu dès le départ et réclame l'intervention de l'arbitre Benvolio. « Come between us !» Viens faire l'arbitre entre nous deux, défends-moi. My wits faint. Alors vous étonnez pas, il y a un pluriel, le verbe est quand même avec un S, c'est courant dans ça n'est pas un misprint, ce n'est pas une coquille. C'est courant dans la grammaire élisabéthaine. Voilà. Alors voilà, premier niveau d'interprétation. Mais on peut lire dans ce Wild Goose l'annonce de l'apparente lâcheté dont Roméo va faire preuve face à Tybalt, et que Mercutio ne manquera pas alors de souligner. En effet, l'image de l'oie est également porteuse de l'image ou de l'idée de lâcheté. Les oies, c'est blanc, le blanc, c'est la couardise, donc goose, c'est le couard. Alors, l'évocation de la Wild Goose Chase rebondit ensuite en plusieurs occurrences du terme goose, qui devient porteur de connotations injurieuses. Le terme goose signifie également a fool, a nitwit, quelqu'un qui n'a pas d'esprit. L'oie, c'est aussi la bêtise. D'accord ? Et puis, il y a encore une troisième dimension de ce terme goose, qui est une dimension sexuelle, souvent. C'est lié à ce qu'on appelle les Winchester Goose, les oies de Winchester, qui dépendaient donc d'un quartier, on va dire, qui était dans un quartier gouverné par le Bishop of Winchester, et qui étaient des prostituées. Voilà. Et alors, avec goose, souvent, avec le terme goose, vous avez des idées de syphilis aussi, qui sont là. Donc, tout cela se mêle, et tout cela est présent à un degré ou à un autre. Donc, loi, très intéressant. Donc, Roméo sous-entend ici que Mercutio est un sot. Il se sert des termes de son adversaire pour l'insulter en les retournant contre lui. Mercutio ressent très bien la dimension injurieuse de la plaisanterie de Roméo, et c'est pourquoi il réagit en disant « I will bite thee by the ear for that jest ». Tout cela est sur le mode ludique. Roméo prend alors appui sur cette réaction pour lancer, toujours sur le ton de la plaisanterie, une autre pique, sharp, c'est ce qui pique, à Mercutio, « Nay, good goose, bite not ». Et il se sert à nouveau des mots et des images produits par Mercutio pour les retourner contre lui. « Thy wit is a bitter sweeting », on a une oxymore magnifique. « It is a most sharp sauce. And is it not then well served in to a sweet goose », qui est aussi de l'ordre de l'oxymore. La question de Roméo ricoche dans le commentaire que Mercutio émet à propos de son esprit pour rebondir sur une remarque injurieuse. Alors, il extrait de ce commentaire l'image de la sauce aux pommes qui accompagne généralement l'oie, on est dans l'alimentaire, pour l'associer à l'oie, c'est-à-dire au nigo du moment. Mercutio. Donc Roméo pratique ensuite la même technique lorsqu'il extrait le terme « broad » du discours de Mercutio pour le faire ricocher en l'associant au mot « goose ». Ainsi, Roméo et Mercutio pratiquent l'injure courtoise, à la manière d'un couple d'amoureux. Et lorsque l'on se rappelle que Roméo est à plusieurs reprises traité de femmelette dans la pièce, notamment par le frère Lawrence, qui, amateur de jeux de mots en forme de polyptote, lui lance à un moment où il vient pleurnicher parce que Juliette, ça ne marche pas comme il faut et tout ça. Un seemly woman in a seeming man. Femmelette, secoue-toi, enfin, qu'est-ce que c'est que ces pleurnicheries ? Donc, on est tenté de se représenter à cette lumière Roméo dans le rôle féminin dans ce couple Mercutio-Roméo. La conclusion de cette scène souligne que l'injure, lorsqu'elle est un art, ce qui est le cas ici, ça ne tombe pas de source, ça ne coule pas de source, tous ces jeux de mots, l'injure, quand elle est un art, peut être un signe de sociabilité.
Now art thou sociable. Maintenant que tu réponds à que tu rentres dans cette joute verbale, maintenant tu réintègres la société alors que tu t'étais mis à part pour pleurer d'amour et te morfondre. Donc Roméo, l'amoureux transi, réintègre la société. L'injure est jeu de société. Je suis sûre que vous connaissez ça dans vos familles, cet art de la pique, etc. Et qui se fait, qui se fait d'autant mieux que l'on s'entend bien. En fait. Donc, mais cette scène prépare aussi l'accusation de lâcheté qui est au centre de notre prochaine scène d'injure, qui met en œuvre le basculement essentiel à Roméo et Juliette du ludique, de ce mode ludique que je viens de décrire, au mode sérieux. Thou art a villain. Tout le basculement de la pièce repose sur cette formule. Dans Roméo et Juliette, si les serviteurs des Capulet et des Montagu se livrent à une parodie de procédure qui déclenche une bagarre, l'affrontement entre Tybalt et Roméo est quant à lui constamment différé jusqu'à l'acte 3. Tout le suspense de Roméo et Juliette réside dans l'attente d'une réaction à l'injure. L'intervention de Capulet, au début de la pièce, désamorce une première fois le combat que Tybalt prévoyait de livrer à Roméo. Puis, lors de la scène du bal, c'est Capulet qui retient Tybalt et l'empêche de défier Roméo, qui lui a fait l'injure de se présenter à ce bal sans y être invité. Donc, la présence même de Roméo au bal est une injure. Ensuite, on comprend que Roméo, n'ayant pas reçu le cartel de Tybalt, donc la lettre de défi, n'a pas pu y répondre. En jouant sur les problèmes de transmission, si importants dans Roméo et Juliette, vous savez que c'est parce qu'il y a une lettre qui n'a pas été transmise que tout cela arrive. Oh, trop dommage. Bon, Shakespeare intègre les problèmes de transmission et les codes de duel au code du genre tragique et diffère la réaction à l'injure. Enfin, à l'acte 3, Roméo met en place une stratégie d'évitement du duel en ne répondant à l'injure que lui lance Tybalt, « Thou art a villain », que par un « villain am I none ». La stratégie d'évitement. C'est ce que vous avez ici. Romeo, the hate, non c'est the love, pardon, the love, donc ironique. The love I bear thee can afford no better term than this. Thou art a villain. Tybalt, the reason that I have to love thee, donc on a la sycométie là, doth much excuse the appertaining rage to such a greeting. Villain am I none. Therefore farewell, I see thou knowest me not. Bon. Roméo ne veut pas se battre, vu qu'il vient de conter Fleurette à Juliette, et que donc, tuer Mercutio serait malvenu, qui est le cousin de Juliette. Alors, on peut légitimement supposer que lorsque Tybalt lance à Roméo « Thou art a villain », il fait allusion à l'absence de réponse au défi qui a été lancé à cet amoureux transi. Si Roméo ne réagit pas à l'injure, c'est que les codes amoureux interfèrent ici avec les codes d'honneur. En se gardant bien de prononcer l'injure suprême, le fameux « thou liest », c'est ça qu'on attendrait, c'est ça qui déclencherait le duel. Tu mens. Roméo évite du même coup l'acte. Pour ne pas se battre, il s'accroche au conseil des manuels consacrés au duel en évitant soigneusement de prononcer le fameux démenti. L'application des codes fait partie d'une stratégie d'évitement du duel. Par un villain am I none, il oppose au thou art a villain de Tybalt ce que Touchstone, dans As You Like It, appellera plus tard un démenti courtois. Et donc il échappe ainsi au démenti direct. Vous avez toute une série de démentis et dont seul le démenti direct mène au duel. Au cours de la même scène, Roméo élude une deuxième fois le défi. Donc, voici la scène. Boy, alors boy, c'est une insulte. Ça, dans Coriolan, le terme boy, ça fait bouillir Coriolan. Petit garçon, lui, le grand guerrier romain. Donc, boy, this shall not excuse the injuries that thou hast done me. Therefore, turn and draw. I do protest I never injured thee, but love thee. Plein de double entendre ici, je t'aime, moi je t'aime puisque j'aime Juliette, je t'aime par la même occasion, j'aime ton nom. I love thee better than thou canst devise, till thou shalt know the reason of my love, and so good Capulet, which name I tender as dearly as my own. J'aime ton nom puisque j'aime Juliette, Capulet, c'est que tu es un Capulet. Be satisfied. Roméo aussi s'est joué sur les mots. Shakespeare et l'amour font de lui un couard efféminé pour un moment, comme le montre la réaction de Mercutio. Parce que si l'agression verbale de Tybalt n'a pas d'effet injure sur Roméo, elle en a un sur Mercutio.
par transfert de l'injure, qui se substitue à Roméo pour un moment en livrant combat à Thébaud. L'injure déclenche l'action, mais Shakespeare s'ingénie à la déplacer par un procédé de substitution. Le transfert de l'injure se manifeste dans toute sa splendeur dans cette pièce, lorsque Mercutio sanctionne l'inertie de Roméo par l'exclamation voilà, « Oh, dishonorable and vile submission !» Il évoque ici, en une phrase, tous les débats concernant ce qu'on appelle le duel de points d'honneur. « Tu vas bien défendre ton honneur, non, il vient de t'insulter. » Cette réaction illustre l'idée que ne pas répondre à l'injure est un signe de lâcheté et non de sagesse. Il incarne la pression sociale qui repose sur tout homme qui, s'il ne veut pas passer pour un couard, doit laver une injure. Si Mercutio intervient dans la querelle en se substituant à Roméo, c'est qu'il veut être le garant de son honneur. Mais la substitution mène ici à la tragédie. En s'interposant entre Thébaud et Mercutio, Roméo transgresse l'une des règles énoncées par Saviolo. Il y a encore une des règles, il y a des règles pour tout dans Saviolo. Et l'une des règles, c'est que celui qui veut séparer deux hommes qui se battent doit faire en sorte que son intervention ne nuise ni à l'un ni à l'autre, et n'avantage ni l'un ni l'autre. Et là, en l'occurrence, cette intervention a avantagé Thébaud. La réaction de Roméo sera fatale à Mercutio. Et c'est cette transgression des codes qui fait basculer la pièce de la comédie dans la tragédie. Avec cette phrase, donc, now Tybalt, une fois Mercutio mort, now Tybalt, take the villain back again, that late thou gavest me. Je te retourne, je te fais ravaler ton injure, villain. Par cette phrase, Roméo retourne l'injure initiale à son envoyeur, en mettant en quelque sorte, entre parenthèses, la mort de Mercutio. Mais c'est cette mort qui transforme le duel prévu en vendetta. Le combat entre Thébaud et Roméo n'est pas un duel, car selon Saviolo, le duel ne doit pas être vengeance. Combat is not ordained for revenge. Roméo accepte le combat sans respecter pour autant la lettre du duel qui devrait lui faire dire « Thou liest ». Donc, toute la première partie de Roméo et Juliette est donc fondée sur cette mise en suspens du passage des injures, du mot à l'acte. Une fois que l'acte est commis, que Mercutio et Thébaud sont morts, au cœur de la crise, on a parlé de crise de jalousie hier, là je vais parler de la crise d'injure, au cœur de la crise, c'est sur Juliette que tout va retomber. C'est sur Juliette que va s'abattre une pluie d'injures. Les choses se brouillent à ce moment-là et on ne sait plus qui est à blâmer. Alors, mon dernier point, crise d'injure ou what villain. La crise traversée amène tout d'abord Juliette à ne plus savoir qui appeler le scélérat, qui considérer comme le villain dans toute cette histoire. Pour signifier cette tension, Shakespeare utilise toutes les ressources d'un procédé qui marie injure et mot caresse. Il y a un dictionnaire des mots caresse, j'aime bien cette image. Donc injure et mot caresse, qui est l'oxymore. Juliette, perdant ses repères, oscille entre insultes et mots d'amour lorsqu'elle apprend la mort de Thébaud et découvre que c'est Roméo qui en est l'auteur. Alors ça, c'est un passage que je trouve sublime. Donc, de l'injure en poésie, et voilà, avec cette tension oxymorique. Oh, donc elle parle de Roméo. Oh, elle vient d'apprendre qu'il a tué son cousin. Bon. Oh, serpent heart hid with a flowering face. Did ever dragon keep so fair a cave? Beautiful tyrant, fiend angelical, dove-feathered raven, wolvish ravening lamb, despised the substance of divinest show, just opposite to what thou justly seemst, a damned saint, an honourable villain. Pensez à Jules César, an honourable villain. O nature, what hadst thou to do in hell when thou didst bower the spirit of a fiend in mortal paradise of such sweet flesh? Was ever book containing such vile matter so fairly bound? Magnifique, l'image de Roméo comme un livre avec une reliure magnifique qui masque un contenu vil et veule. Oh, that deceit should dwell in such a gorgeous palace. Ah, je trouve ce passage magnifique. Le tiraillement, exprimé par ces injures amoureuses adressées à l'absent Roméo, ce tiraillement ne dure qu'un instant. Lorsque la nourrice s'exclame « Shame come to Romeo !» Juliette se rétracte immédiatement et maudit sa nourrice en ces termes « Blessed be thy tongue for such a wish. Oh, what a beast was I to chide at him. » Qu'est-ce qui m'a pris de le maudire ainsi? Il n'est plus question... et la nourrice répond « Will you speak well of him that killed your cousin ?» Tu vas quand même pas dire du bien
du meurtrier de ton cousin. Elle répond « Shall I speak ill of him that is my husband ?» Vais-je dire du mal de mon époux? Là encore, stichomitie fameuse. Il n'est plus question alors de dire du mal de Roméo. Aussi, lorsqu'après la seconde scène de balcon, Lady Capulet évoque le scélérat villain qui a tué Tybalt, Juliette réagit en ces termes. De qui parlez-vous? What villain, madame? Pour moi, il n'est pas un scélérat. Au tiraillement de Juliette succède la colère du vieux Capulet. Sous le coup de la mort de Tybalt, la maison Capulet traverse une crise. Et c'est Juliette qui fait les frais de cette crise. Capulet, en réaction à cette mort, décide de marier Juliette, de renverser la mort en son contraire, une scène de mariage. Dans la précipitation, Shakespeare dessinant ainsi une tentative de résilience. Le refus que lui oppose sa fille, qui ne veut pas se marier avec Paris, est pour lui une injure. Un comble d'ingratitude auquel il répond par l'injure et la menace. Alors voilà le terme qu'il lui lance. I will, donc si tu refuses, I will drag thee out on the hurdle thither. Je t'y emmènerai de force, comme une condamnée à l'échafaud. Out, you green sickness carrion. Out, you baggage, you tallow face. Ça va s'arrêter un petit moment sur ces termes. La réaction de Lady Capulet à ce flot d'injures est révélatrice. Elle lui dit « Fine, fine. Are you mad? T'es fou de lui parler comme ça. Tu es fou. » Capulet est fou, en effet, et le fou n'a point d'oreille. Vous avez à un moment le friar Lawrence qui dit à Roméo « Mad men have no ears. » Les fous n'ont point d'oreille. Senex iratus potentiellement comique, Capulet réagit à la crise en créant une autre, dans un modèle d'escalade. La patience que sa fille lui réclame, nécessaire en temps de crise. Ça me rappelle le roi Lear, qui sur la lande, complètement abattu, dit « Patience, patience I need », quelque chose dont on devait tous se souvenir quand ça ne va pas bien. Patience. Bon. La patience. La patience que sa fille lui réclame lui fait cruellement défaut. Voulant guérir le traumatisme, il va seulement l'amplifier. Pensant faire mieux, il va faire pire. Arrêtons-nous quelques instants sur ces termes, qui ne sont bien évidemment pas choisis au hasard. Alors il appelle tout d'abord Juliette Mistress Mignon. Mistress Mignon. Alors mignon, M-I-N-I-O-N. Terme relié au mot mignonne, français, qui pourrait être affectueux dans un autre contexte, mais qui s'est ici chargé d'un sens grivois, qui transforme Juliette en une fille légère. Le terme baggage, bagage, et le terme hilding contribuent eux aussi à faire de Juliette une roulure, une fille de mœurs légères, une catin au moment même où elle s'est précisément livrée à une union que son père juge illégitime. Le terme apparaissait déjà dans la pièce, le terme hilding, qui est d'origine incertaine. Déjà, lorsque Mercutio narguait Roméo l'amoureux transi, comparant implicitement Juliette à, je cite, Cleopatra, a gypsy, notre catin, Cléopâtre, Helen and hero, hildings and harlots. Tous ces termes veulent dire putain, catin. Vocabulaire infini de Shakespeare pour parler de ça. La nourrice, rappelons-le, est appelée a bawd, une mère maquerelle. Plus tôt dans la pièce, injure qui, même sur le mode ludique, contribue à préparer l'image d'une Juliette catin. Alors, signifiant la légèreté de Juliette, c'est un euphémisme, les injures que lui assène son père sont aussi évocatrices de mort. Out you green sickness carrion, you tallow face. L'image de la charogne, ça c'est le terme carrion, fait déjà de Juliette la mort vivante qu'elle va bientôt être dans le tombeau des Capulets. Et la pâleur évoquée par l'expression green sickness et tallow face, c'est-à-dire le teint de suif, est annonciatrice du teint blafard de la mort. La malédiction se mêle à l'injure lorsque Capulet se repent d'avoir eu cette fille indigne en ces termes. J'ai presque fini. Wife, we scarce thought us blessed that God had lent us but this only child. But now I see this one is one too much. On se plaignait de n'avoir qu'une fille, mais en avoir eu une, c'est déjà de trop. Ça annonce quand même King Lear. C'est déjà de trop, on a une fille de trop. And that we have a curse in having her out on her hilding. Cette Juliette est de trop. La voilà enterrée vivante par les mots de son père, avant même de l'être par la potion du frère Lawrence. Pour conclure, à travers Roméo et Juliette, Shakespeare, au tournant du XXIe siècle, nous parle encore
Il nous parle des crises que nous connaissons. Il nous parle de provocation, de patience que l'on a ou dont on manque, de l'importance des mots, de leur efficacité, de leur glissement si rapide du mot à l'acte. Fatal glissement. Le père Montague, alors, l'autre père, une fois l'irréparable accompli, annonce qu'il va ériger une statue d'or à l'effigie de Juliette. Alors, est-ce qu'on a I will raise, une fois le désastre accompli. I will raise her statue in pure gold, that was Verona. By that name is known. There shall no figure at such rate be set as that of true and faithful Juliet. Cette statue préfigure celle d'Hermione dans le conte d'hiver, qui est censée laver, réparer la calomnie dont elle était victime. Cependant, dans Roméo et Juliette, point de retour possible. Le terme « rate », intéressant, fait ironiquement écho aux paroles de la nourrice, lorsqu'elle disait « You are to blame, my lord, to rate her so ». Donc, to rate, vous êtes à blâmer de l'insulter ainsi, donc de la dévaloriser ainsi. Ici, on a à nouveau ce « rate », mais dans le sens contraire. Celle qui était décrite, d'évaluer un temps, Juliette se trouve réévaluée. Celle qui était décrite comme, je cite, peevish, self-willed harlotry. Harlot, c'est toujours lié à la prostitution. Et une fois morte, appelée the sweetest flower of all the fields, la plus belle fleur de tout ce champ. Insultée la veille, la voilà réhabilitée. Seal up the mouth of outrage for a while. Très important cette citation. C'est le prince qui demande à la fin de la pièce à faire taire enfin la mauvaise langue, à faire taire la langue de la colère. Seal up, mais le sceau, the mouth of outrage for a while. The mouth of outrage, la bouche de l'outrage, de l'indignation, se ferme après avoir englouti les amants. Trop tard, malheureusement. La pièce se termine sur l'évocation d'un monument aux morts. Whining Mammet, poupée pleurnicharde, voilà l'un des noms dont son père, dans sa fureur, l'affublait. Le terme Mammet est lié au terme Mahomet. C'est une version condensée de Mahomet et signifie à l'époque une fausse idole. Il y a quelque ironie. Ce sera mon mot de la fin, à ce que cette même Juliette se voit maintenant offrir un monument aux morts. Un monument aux morts, la belle affaire. Il eût mieux valu célébrer les vivants. Je vous remercie.